La séance plénière de la Chambre haute du Parlement du mardi 3 juin 2025 a été consacrée à l'examen des 5 projets de loi, comme l'a annoncé le président de cette Chambre, l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kyenge, qui l'a dirigé. L'un de ces projets porte sur la modification d'une loi et les 4 autres concernent la ratification des ordonnances-lois. Il s'agit entre autres du projet de loi portant ratification de l'ordonnance-loi autorisant la ratification de l'accord des prêts conclus entre la RDC et les fonds de l'Organisation des exportateurs de pétrole pour un montant de 30 millions de dollars américains, du projet de loi portant ratification de l'ordonnance-loi portant approbation de la prise des participations de l'État congolais au capital de la société Air Congo SA et du projet de loi portant ratification de l'ordonnance-loi autorisant la ratification de l'accord des prêts conclus entre la RDC et les fonds africains de développement pour un montant de 12,5 millions d'unités des comptes. L'économie de tous ces projets de loi a été présentée aux honorables sénateurs par le ministre des Finances Doudou Famba. Un débat s'en est suivi au cours duquel les honorables sénatrices et sénateurs ont soulevé des questions, fait des remarques et formulé des propositions très pertinentes. En réaction, le ministre Doudou Famba a rencontré les préoccupations des sages de la République à travers ses réponses et éclaircissements. Avant de libérer le ministre des Finances, le président de la Chambre des sages, Jean-Michel Samalukonde, a rappelé certains grands points. Ensuite de l'examen et l'adoption des 10 projets de loi, la plénière s'est également penchée, dans le cadre du contrôle parlementaire sur la question orale avec débat, posée par l'honorable sénateur Christophe Lutundula Apalapene Apala au ministre des Finances Doudou Famba sur la Caisse nationale des péréquations. L'honorable Lutundula a voulu connaître le volume de fonds versés par le Trésor public à cette caisse durant l'exercice 2024 et celui en cours sous les mandats du ministre interpellé et les différents projets auxquels ils ont été alloués et dans quel espace géographique. Le ministre s'est dit prêt à travailler avec le Sénat, dont il recevra les recommandations pour être la première législature depuis 2006 à décaisser un premier fonds en faveur de la Caisse nationale des péréquations. Cela fait déjà 77 ans des opérations de maintien de la paix. Les Nations Unies ont célébré le 29 mai dernier leur rôle de maintien de la paix dans la vie des différentes communautés. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux casques bleus de l'ONU, ces femmes et ces hommes qui, avec courage et dévouement, risquent leur vie chaque jour afin de protéger les civils congolais. En effet, depuis plus de 2 décennies, ils contribuent à préserver la paix et à restaurer l'espoir, ici, en République démocratique du Congo. Cet engagement a un prix. En RDC, de nombreux casques bleus ont consenti au sacrifice ultime, loin de chez eux, au service de la paix. Aujourd'hui, nous nous souvenons d'eux avec émotion et gratitude. Nous honorons leur mémoire et affirmons notre volonté de poursuivre leur œuvre. Leur mission n'est pas facile. Les menaces sont nombreuses, groupes armés, désinformation, actes de violence ciblés. Pourtant, ils restent présents, solidaires aux côtés du peuple congolais dans les zones les plus exposées, là où les besoins sont les plus urgents. Le thème de cette année, l'avenir du maintien de la paix, nous interpelle toutes et tous. Il nous rappelle que pour faire face à des défis de plus en plus complexes, les casques bleus doivent disposer des moyens, du soutien et de la reconnaissance qu'ils méritent. Nous n'oublierons jamais les casques bleus tombés au service de la paix. Et ensemble, avec détermination, nous poursuivrons leur combat pour un avenir de paix. Une victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo qui vient d'obtenir la place de membre non permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies. Freddy Kita, acteur politique, salue cette victoire diplomatique. Suivez. Je tiens à féliciter au jour d'aujourd'hui l'unité du pays parce que malgré qu'une partie de l'Est est occupée par les ennemis de la République, mais la majorité de nos populations tiennent à l'union et puis à la solidarité. Et je tiens aussi à remercier toutes les nations, membres des Nations Unies qui ont
soutenu la RDC à l'élection et surtout au leadership aussi de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons compris qu'au jour d'aujourd'hui, les nations qui composent les Nations Unies ont compris que la RDC, c'est un grand pays qui mérite aussi une bonne place. Donc, mention spéciale à la délégation congolaise, mention spéciale au chef de l'État, mention spéciale à nous tous, des parts ou d'une manière ou d'une autre, qui ont mené cette campagne pour que nous soyons aujourd'hui membres non permanents des Nations Unies. Et il y a aussi la 80e session où nous sommes élus deuxième vice-président. Donc tout cela compte pour le pays. Et je dis merci au président de la République, merci à tous les citoyens congolais qui ont compris que nous n'avons que la RDC, comme je ne cesse jamais de le répéter, comme héritage. Et le communicateur de l'Union sacrée, Thierry Monsenepo, lui, félicite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa diplomatie agissante qui place la RDC à l'échelle mondiale. Il a dit au secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, ce mercredi 4 juin 2025. Ainsi, un reportage signé Robert Ndaye. André Mba, directeur général de la société Rice Africa, est venu discuter avec le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, sur les avancées et les défis liés à la construction d'une route qui relie Lodia et Bénédibélé dans le Kasaï central. Je suis venu faire le point avec l'autorité sur les travaux que nous menons sur la RN7. C'est une route qui part de Lodia, Bénédibélé, Machala jusqu'au Kasaï central. C'est qu'il y avait des inquiétudes, l'autorité voulait être rassurée sur les travaux. Le communicateur de l'Union sacrée de la Nation, Thierry Monsenepo, a salué l'élection de la RDC comme membre non permanent au Conseil de sécurité. Cela va permettre à ce que la RDC ait une tribune. Une tribune non seulement pour elle-même, pour parler de ce qui se passe dans la partie est de notre pays, une agression injustifiée, mais aussi pour être le porte-voix de l'Afrique, qui connaît des problèmes. Vous savez que le président de la République s'est personnellement impliqué dans beaucoup de crises, notamment entre l'Égypte et l'Éthiopie. Ensuite, pour ramener la démocratie et la paix au Tchad. Mais également aujourd'hui, grâce à cette tribune, qui va nous permettre d'avoir un droit de vote, va donner à l'Afrique et à la RDC une possibilité de participer aux décisions du monde. Une élection qui représente, selon Thierry Monsenepo, une opportunité unique pour la République démocratique du Congo de jouer un rôle actif dans la gestion des conflits régionaux et mondiaux. Autre chose, la proposition de loi sur le fonctionnement des tribunaux de commerce marque une avancée significative dans la quête d'une justice spécialisée, rapide et adaptée aux exigences du monde des affaires, une étape clé pour renforcer l'état de droit économique en République démocratique du Congo. La proposition de loi modifiant et complétant la loi portant création, organisation et fonctionnement de tribunaux de commerce s'inscrit dans une volonté de modernisation et amélioration de l'efficacité du système judiciaire en matière commerciale. Elle vise à adapter l'organisation judiciaire aux exigences de l'environnement économique actuel, marqué par la complexification de relations commerciales, l'émergence de nouveaux types de litiges et la nécessité de garantir une justice plus spécialisée, rapide et crédible pour les acteurs économiques. La prescription en matière commerciale est de 5 ans. Mais dans la loi de 2023, qui reprend la loi de 2001, cette prescription est de 10 ans. Donc contraire au droit communautaire. Voilà pourquoi j'apporte cette nouveauté. Mais vous savez que la loi spéciale ne donna pas un délai. Le ministère public risque d'appliquer les droits communs qui veut que la vie soit donnée en dehors 15 jours. Nous proposons dans cette loi que le délai soit de 8 jours pour le ministère public de pouvoir donner son avis. En dehors 8 jours, si l'avis du ministère public n'est pas donné, le tribunal saisi peut passer outre cet avis et prononcer sa décision. Pose souvent une redéfinition des compétences de tribunaux de commerce afin de renforcer leur spécialisation. Cela peut se traduire par l'élargissement de leurs compétences à de nouveaux types de litiges, une clarification de la compétence matérielle et territoriale.
Le 2 juin 2025, le nouveau comité du Programme national d'hygiène aux frontières a pris ses fonctions. Dirigé par le Dr Wivine Ngandoumalou, il vise à renforcer les dispositifs d'alerte et de contrôle sanitaire aux frontières pour garantir la protection de la population. Des explications avec Renette Kolonga. Regardez. Le Programme national d'hygiène aux frontières compte parmi les organes spécialisés du ministère de la Santé publique, Hygiène et prévoyance sociale. Pour rendre plus compétitive cette structure étatique, un nouveau comité de gestion vient d'être mis en place avec à sa tête Dr Wivine Ngandoumalou par le ministre de tutelle, Dr Samuel Roger Kamba. Au cours de la cérémonie des remises et reprises, la nouvelle directrice nationale a salué le travail abattu par son prédécesseur, Justus Sio. Ce avant de réaffirmer son engagement avec l'appui de ses collaborateurs de revitaliser ses services qui a entre autres pour mission de prévenir la propagation internationale et la transmission des maladies épidémiologiques. Je rends grâce à mon Seigneur de pouvoir rendre effective cette journée. Je remercie le chef de l'État de pouvoir, avec sa vision, de promouvoir la femme. Je remercie également son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, de me faire confiance. Je remercie toute l'équipe entrant. Ensemble, nous faisons nous allons rendre un bon service à la nation. Le défi est grand, mais nous allons y arriver. Rappelons que la nouvelle directrice nationale du PNHF a 20 ans de carrière dans la fonction publique, médecin spécialiste en santé publique de l'Université de Lubumbashi et démographe de l'Université catholique de Louvain. Pour donner l'éclat et sécurité à la capitale, la régie de l'éclairage public intensifie ses actions. La nouvelle équipe dirigeante a entamé une série d'inspections dans les sites de stockage de lampadaires, nous dit Yolande Voka. Que la lumière soit et la lumière fut. Kinshasa a plus que besoin de l'éclairage public pour un environnement sécurisé. C'est ce qui justifie cette visite d'inspection de la délégation de la régie de l'éclairage public de la ville de Kinshasa avec à sa tête les nouveaux directeurs généraux Bombinga Bokoyodo dans les différents sites de stockage des lampadaires et kits solaires prévus pour l'éclairage public de la ville capitale. Nous sommes sur les sites de l'abattoir de Massina. Quelques lampadaires trouvés et stockés dans cette salle. Curieusement, aucun gardien pour nous ouvrir la porte. La délégation de REPEC s'est rendue ensuite à la division urbaine des ITP pour vérifier et évaluer le nombre de lampadaires qui s'y trouvent. Le directeur général de la régie de l'éclairage public de la ville de Kinshasa, après constat, annonce les débuts de travaux d'installation. Pendant nos descentes, nous avons constaté que non, il y a des matériels. Ça reste maintenant, nous commençons à travailler. Kinshasa est au Bonga. Mais au Bonga, un éclairage public. À travers cette volonté affichée, la ville de Kinshasa sera bientôt éclairée. Traduisent ainsi en actes les ambitions de la ville qui s'inscrivent dans la logique de l'action publique du premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Passons à présent à cette conférence riche en échanges et en hommages qui a été organisée à l'Université de Kinshasa au sein de la Faculté des Lettres et Sciences de la Communication, plus précisément au département des langues, informatiques, des affaires et commerce. Au cœur des débats, la dimension artistique et socioculturelle de Papa Wemba, figure emblématique de la musique congolaise et africaine. D'autres détails avec Diane Balaka et Guy Matundu. Ces scientifiques ont planché sur la dimension artistique et socioculturelle de l'artiste musicien Shungu Wemba Dio de son nom de scène Papa Wemba. Les intervenants ont vanté les qualités exceptionnelles de celui qu'on appelle le roi de la rumba. Au-delà de ses qualités artistiques, Papa Wemba était aussi un humanitaire, estime Bernadette Pundu. Nous sommes obligés d'en parler en termes de souvenirs. Papa Wemba, quand on en parle, on a toujours une petite larme. Parce que, en dehors de sa dimension artistique, il avait une dimension humaine qu'on ne trouve plus dans le sein de beaucoup de nos grands musiciens qui lui ont survécu.
Il avait une sens de l'humanité innommable. Rappelez-vous, Gaylor Chege, c'est lui qui était le papa de Chege. Il ramassait tous les enfants abandonnés. Il était le papa de tout le monde. Il avait une humanité incommensurable. Et chaque fois que nous en parlons, c'est toujours avec la chair de poule. Papa Wemba, c'était un grand esprit. Et aujourd'hui, je suis très très heureuse qu'on m'ait fait l'honneur de pouvoir parler de lui aux côtés du grand ethnomusicologue que nous avons, le professeur Mondo. L'œuvre de Papa Wemba a transcendé les frontières et influencé les générations entières. Voilà, et à l'Office de route, Direction générale et délégation syndicale échangent depuis 4 jours autour du bilan 2024 et du suivi des recommandations de la réunion mixte du 12 février. Une rencontre annuelle pour évaluer, harmoniser les vues et renforcer la gouvernance au sein de cet établissement public, nous dit Junior Bonyoma. Pendant 4 jours, les dirigeants de l'Office de route et les représentants syndicaux de cet établissement public se retrouvent autour d'une même table pour passer en revue les faits saillants de l'exercice 2024 et évaluer la mise en œuvre des recommandations issues de la réunion mixte du 12 février 2024. Cette réunion paritaire annuelle vise à harmoniser les points de vue des différentes parties autour des axes prioritaires pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Ouvrant les travaux, le directeur général de l'Office de route, Jano Kikangalangoy, a présenté les principaux points inscrits à l'ordre du jour, tout en rappelant les recommandations formulées par la sous-commission compétente. Après cet examen, nous allons évaluer les différentes recommandations faites lors de la réunion annuelle. Nous avons tous formulé des recommandations qui devaient servir les gestionnaires de l'office de feuilles de route. Premièrement, des recommandations formulées dans le cadre de la sous-commission technique, où nous allons voir ce qui avait été dit par rapport aux ponts et chaussées, et puis ce qui avait été dit par rapport au volet partenariat public-privé. Pour sa part, le président de la délégation syndicale a exprimé le vœu de voir ces assises mettre un accent particulier sur le respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des activités de l'Office. Le cadre de concertation, coordination urbaine de la société civile de Goma dispose d'une nouvelle coordination. La cérémonie d'installation des membres a été présidée par Denis Lonvossi, chef de la CNDH et envoyé pour un dialogue et la stabilité dans cette partie du pays. Anastasie Doumbou, reportage. Le 3e forum de la société civile en République démocratique du Congo se tiendra dans les 6 mois pour se mettre en ordre utile. Les vétérans de la société civile veulent mettre de l'ordre dans la plateforme. Un des pionniers, Monseigneur Milengue, a réuni les cadres de concertation pour remettre les comités en place. Plusieurs postes à combler avec des personnes qui se sont montrées actives ces dernières années. Dans la société civile, le comité actuel compte 8 personnes et les membres ont été installés au cours de cette cérémonie. La société civile est maintenant unie et indivisible. Le travail commence. Notre objectif principal, c'est l'organisation de l'Assemblée générale. Et je crois fermement, avec l'appui de nos partenaires, le gouvernement, et que nous allons vraiment atteindre cet objectif. Notre mandat est de 6 mois renouvelables. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, a été sollicité pour poursuivre le financement des organisations de la société civile qui sont les relais de l'action publique sur le terrain. Ce soutien du gouvernement est essentiel pour la mobilisation citoyenne et l'engagement militant de la population en faveur du développement. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akassia Bandouboula, a lancé un atelier de 3 jours à l'hôtel de ville dédié aux femmes actives dans le secteur foncier. Objectif, maîtriser la politique gouvernementale en la matière et proposer des solutions concrètes aux défis du domaine. Iverson Kabouaba, Fiston Monumon, signé ce reportage.
Femmes aux affaires foncières, défis et gestion responsable. C'est le thème retenu à l'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités des femmes foncières. Durant 3 jours, soit du 4 au 6 juin, d'intenses débats et des échanges de haute facture ont eu lieu à l'initiative de la solidarité des femmes des terres pour comprendre la politique foncière. Des assises ouverte par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Akasia Bandoubola, qui a donné la quintessence de l'atelier sur la mise en pratique de la connaissance pour pouvoir booster la gestion des affaires foncières et obtenir un rendement positif. Cette activité permettra à vous, femmes, de comprendre les méandres de la gouvernance foncière et d'intérioriser les circuits qui alimentent une administration foncière objective afin de rendre de loyaux services à la nation. Cet atelier renvoie donc au rôle important joué par le foncier pour le développement du bien-être, sachant que le sol sert de support à toutes les activités humaines. Pour le secrétaire général AI aux affaires foncières, Makandungu Boniface, le renforcement des capacités va permettre de créer et innover afin d'une mobilisation de recettes plus accrue. Cet atelier a connu la participation du ministre provincial de l'Intérieur et va permettre aux participantes de renforcer leur confiance en elles, de mieux comprendre leur potentiel et de s'affirmer en tant que leader dans leur environnement professionnel et personnel et surtout de planifier les prochaines étapes de transposition des notions apprises. Et puis en Ituri, les activités scolaires ont repris à Fataki et dans les localités environnantes grâce au renforcement du dispositif sécuritaire conjoint des FARDC et de l'UPDF, une mesure ordonnée par le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Uboyanka Chamadjoni. Olivier Baemouka depuis Bounia. C'est depuis mi-avril que les activités scolaires ont repris à Fataki et environ grâce à la stabilisation de la situation sécuritaire par la coalition FARDC-UPDF, témoignent des chefs d'établissement scolaires. Oui, avant la reprise, il y a eu une restriction de 3 mois. Et puis la cause était il y avait les sécurités dans les milieux. Avec l'arrivée de l'UPDF et FARDC, nous voyons un grand changement. Parce qu'il faut leur patrouiller la journée, puis la nuit. Et durant tout ce temps-là, jusque-là, on n'a pas encore eu des cas de tueries, des massacres. Ça permet à ces parents qu'il y a la sécurité dans notre milieu. Quand il faut les patrouiller, ils sont toujours ensemble avec le FARDC. Il faut les patrouiller jour et nuit. Oui. Pour le moment, on ne s'inquiète pas tellement parce que l'UPDF avec FARDC, il y a des patrouilles qui se font les jours comme la nuit. Et qui les fait? Par qui? La force mutualisée. Pour pérenniser la calmie qui règne dans cette zone, le préfet des études de l'Institut Fataki et les directeurs adjoints de l'école primaire de Fataki plaident pour le renforcement des effectifs militaires. La meilleure des solutions pour mettre fin à ces désordres, c'est d'imposer la paix. C'est-à-dire qu'on doit mettre la main sur tous ces gens-là qui font le désordre. Qu'ils puissent songer à ces enfants parce que ces enfants ont besoin d'études. Et puis ils sont eux qui seront le cadre de demain. La reprise des activités scolaires et d'autres dans cette région des Fataki ont été rendues possibles grâce aux efforts consentis par l'administration militaire avec l'appui des communautés locales engagées pour la recherche de la paix à travers des pourparlers afin de résoudre les différends qui les opposent. En prélude d'un grand meeting dit de la vérité, une délégation de l'UDPS Tshisekedi, conduite par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, séjourne à Kananga dans le quartier central pour baliser l'arrivée prochaine du président intérimaire du parti, Augustin Kabuya Chilumba. Les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele, en tête d'une forte délégation de l'UDPS Tshisekedi, a foulé ses pieds à Kananga, sa terre natale. C'était des élus du parti présidentiel et à Kananga pour baliser les chemins pour l'arrivée imminente du président ad intérim du parti et secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba. Un moment de vérité est attendu ce vendredi au terrain Saint-Luc. Nous sommes venus dans le cadre de notre parti politique, Union pour la démocratie et la progrès social, UDPS Tshisekedi.
nous sommes venus avec cette forte délégation pour des missions, la redynamisation du parti et l'organisation du parti ici sur place à Kananga. Nous prévoyons tenir les meetings populaires ou d'éclaircissement d'ici samedi dans les terrains syndics. Au long de son parcours jusqu'au centre-ville, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a eu droit à un accueil chaleureux des combattantes et combattants du parti. Donald Kabasele, l'un des fils du coin, l'accompagne dans ses marathons politiques. Et en séjour à Isiro, les gouverneurs du Haut-Ouélé, Bazouélé, Ituri et Tchopo ont appelé la population à s'unir autour du chef de l'État pour faire front contre l'agression dans l'Est de la RDC et impulser le développement local. Nathalie Mboula. Les cadres et militants de partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, plateforme chère au chef de l'État, basée à Isiro, se sont mobilisés pour communier avec les 4 gouverneurs et les honorables présidents des assemblées provinciales de la Grande Orientale lors de leur séjour à Isiro. Après les mots de bienvenue du camarade Isaac Degba, tous ces gouverneurs, à commencer par Jean Bakomi Togambou et les présidents des assemblées provinciales, ont tour à tour dû merci pour leur accueil chaleureux avant d'en appeler au patriotisme de tout et chacun, Congolais téléma, pour barrer la route aux ennemis du développement de notre pays. Non à la trahison de la mère patrie, non à l'enrôlement dans des milices, mais oui à la dénonciation de toute personne suspecte chez les voisins. Tel est l'essentiel de différents messages qu'ils ont transmis à l'ensemble de la population. L'Union sacrée, tous à la très vigilante. Biso nyonso, esengi na biso, to continuer lit na biso. Simam Konzamoka, Papa Félix Antoine Tshisekedi, Bitumba et Sirina Noté. Lelo to kutani entre biso, pour total à makambo nyonso intérêt commun. Bana Fati Beton, oye! Grâce à la vision ya chef de l'État, Tata Mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lelo bozozwa mutuka awa na Isiro, ozokoma na poko sans problème. Quittons le Haut-Ouélé pour le Maniema où le recteur intérimaire, le prof Casimir Ngumbi, qui a lancé samedi dernier la session de présentation des projets de recherche des étudiants de 3e cycle en collaboration avec l'université de Kisangani, une initiative académique qui valorise la recherche scientifique au cœur du Maniema. Lancement le samedi 31 mai 2025 à l'université de Kindu dans la province du Maniema de la présentation des projets de recherche par les étudiants du 3e cycle. 4 étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion ont présenté leurs travaux devant un panel d'experts en vue de passer à l'étape suivante. Le professeur Janvier Egoudra, l'un des panélistes, a encouragé ses étudiants et a loué le partenariat entre l'université de Kindu et celle de Kisangani. Ce sont des choses que nous leur apprenons et ils passent aussi en action. Concernant les normes rédactionnelles, il faut reconnaître quand même qu'en dépit des insuffisances qu'on peut avoir dans la façon de présenter les choses, globalement, les étudiants, les apprenants ont un niveau qui mérite d'être encouragé. Pour le professeur ordinaire Ngumbi Kitete Casimir, secrétaire à la recherche et recteur intérimaire de l'université de Kindu, cette étape est un début et représente une avancée majeure pour son université qui veut avoir ses propres enseignants. Nous voulons que l'université de Kindu devienne autonome dans les années qui viennent, avec ses propres professeurs et pas n'importe quel professeur, de jeunes professeurs. Et donc, tous ceux qui étaient dans la salle, les candidats du jour et même les autres qui étaient en train de suivre, je venais de recevoir le témoignage d'un chercheur en agronomie qui dit même lui était édifié par les interventions professeurs en ligne et les professeurs qui étaient dans la salle pour corriger, aller vite. Ce journal de 19h, coordonné par Pati Tondouango, réalisé par Nono Mantsekou et André Njeka, rédigé par Nana Mozazebo. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 20h avec Cédric et Nina. D'ici là, restez avec nous.